Moi, je suis Nicolas Navarro, je suis psychiatre addictologue au SAPA Maurice Dide, qui est un SAPA qui dépend du CHU de Toulouse et qui est situé à l'hôpital Lagrave, à Toulouse. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session sur les dispositifs innovants. Je crois que je dis rien de nouveau en disant que les pathologies duelles, c'est un sujet de préoccupation majeure dans notre clinique, qu'on soit soignant en psychiatrie ou soignant en addictologie, et ça peut nous mettre en difficulté. On peut être en difficulté quand on est soignant de psychiatrie d'avoir à accompagner quelqu'un qui a des conduites addictives qui nous semblent prépondérantes, et on peut être en difficulté quand on est soignant en addictologie pour accompagner quelqu'un qui nous semble avoir des troubles psychiques importants. Alors face à cette difficulté, il y a deux façons de procéder, parce que ces difficultés, c'est avant tout un sentiment d'illégitimité lié à ce sentiment qu'on peut avoir d'un défaut de compétence pour accompagner cette personne sur un sujet qu'on maîtrise moins, qui est moins familier. Donc on a deux manières de réagir dans ces situations. Soit on essaie de passer le relais, malheureusement que ce soit sur la filière addictologie ou la filière psychiatrie, on a un autre trait commun qui est qu'on a une insuffisance de moyens par rapport aux besoins, ou alors on peut monter en compétence. Cette montée en compétence, c'est un peu ce qui fait le succès de ce type de journée consacrée à la fois aux addictions et à la psychiatrie. Et c'est un peu le sujet de cette session, de montrer comment cette montée en compétence, elle peut se faire soit en interne par l'élargissement ou la création de niveaux dispositifs, soit par des partenariats un peu opérants entre les deux filières. Donc je vais laisser la main aux deux premiers intervenants. Quentin Grappini, qui est interne en psychiatrie et en addictologie, qui est actuellement en stage au XAPA de Montauban, et Nicolas Saucette, qui est infirmier à l'HAD de psychiatrie à Montauban. Bonjour. Merci d'abord de nous donner l'opportunité de pouvoir discuter un petit peu des nouvelles structures. Ça marche mieux? Oui. Est-ce que là peut-être? Il faut se rapprocher. Bonjour, donc moi c'est Nicolas Saucette, je suis un infirmier de l'hospitalisation à domicile de Montauban. Je suis accompagné par Quentin Grappini qui est interne donc au XAPA de Montauban et qui a eu l'avantage en fait de venir en stage aussi sur l'HAD. Donc c'est la personne parfaite pour pouvoir compléter en fait cet exposé sur les articulations qu'il y a entre nos deux services, le XAPA, l'HAD. Si vous voulez, on va commencer par définir rapidement un petit peu ce qu'est le XAPA sur Montauban, ce qu'est l'HAD aussi. Et puis après, quelles sont les interactions qu'il y a quand les demandes partent du XAPA vers l'HAD. Et puis après, quand c'est l'HAD qui sollicite après le XAPA. Voilà. Et si on a le temps, on pourra peut-être argumenter, on pourra parler peut-être d'un cas concret, peut-être plus réaliste, voilà, que théorique. Voilà. Donc pour commencer, je laisse Quentin décrire le XAPA. Merci Nicolas. Du coup, le XAPA de Montauban, c'est une structure de soins ambulatoires en addictologie, comme tous les XAPA, qui reçoit tout type de troubles addictifs. Ils font aussi de la délivrance de méthadone. Elle est composée de 4 médecins addictologues, un cadre de santé, 6 infirmiers, 2 assistantes sociales, 3 psychologues, 2 secrétaires, et donc récemment un interne en addictologie. C'est une équipe pluridisciplinaire assez conséquente, même s'il y a beaucoup de temps partiel. Donc les patients appellent d'eux-mêmes pour prendre rendez-vous. Et ensuite, donc, ils sont reçus soit par l'infirmier, soit par un médecin directement. Donc ensuite, le XAPA a pour vocation de faire des suivis de long terme, avec un suivi plus ou moins rapproché, un nombre plus ou moins important d'intervenants en fonction des besoins des personnes. Donc le XAPA permet de coordonner les soins en addictologie en sollicitant des suivis spécialisés, ou des hospitalisations, soit à l'hôpital ou en centre de post-cure par exemple. Et il arrive du coup parfois que nous orientons certaines personnes vers l'hospitalisation à domicile psychiatrique de Montauban, dont mon collègue va vous parler.
Alors, l'HAD, donc hospitalisation à domicile, d'ailleurs changer de nom puisque sur le plan législatif, ça va bientôt ne plus exister, mais peu importe. Si on va se renommer, ça sera peut-être sous l'appellation de SPIA, c'est-à-dire de soins psychiatriques intensifs, et le terme important, à domicile. Continuons avec l'HAD, puisque pour l'instant c'est comme ça qu'on s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une structure qui existe depuis 15 ans, qui a été créée par le docteur Olivier. On a en moyenne une vingtaine de patients. Notre équipe est pluridisciplinaire. On a donc un psychiatre, on a 2 psychologues, on a 6 infirmiers, on a une assistante sociale. Et le principe, c'est d'aller du coup au domicile des personnes pour leur proposer une prise en charge in vivo, une prise en charge sur les terrains, en comprenant en fait dans la prise en charge vraiment l'environnement de vie. Et ça, c'est déterminant, c'est ça qui nous différencie bien évidemment des structures plus ancrées dans le temps comme le CMP. Nous, c'est le côté intensif de la prise en charge. La durée de nos hospices dure environ 1 mois et elle est renouvelable 1 mois. Donc on ne s'inscrit pas dans une durée chronique en fait, même si on peut être ressollicité. On suit à la base des personnes qui ont une problématique psychiatrique et de temps en temps des personnes aussi qui ont une problématique addicto. Et c'est pour ça que parfois le XAPA s'adresse à nous dans ce but-là. À ce moment-là, nos objectifs, c'est essayer, quand c'est le XAPA qui s'adresse à nous, qui nous adresse des patients, c'est essayer de raccrocher en fait le patient aux soins, parce que parfois il peut décrocher justement de son suivi de XAPA. C'est essayer aussi parfois de faire des sevrages à domicile, qu'on est un des rares services peut-être à proposer. Ceci dit, les relations entre nos 2 services vont dans les 2 sens. Le XAPA nous sollicite et nous aussi, on peut parfois solliciter le XAPA, car lors d'une prise en charge, on va dire, plus classique, si par exemple on suit une personne dépressive, on découvre au détour une alcoolisation qui est chronique là, de la part de la personne, ou pas d'ailleurs. Alors on va pouvoir la réaiguiller sur le XAPA pour essayer d'être un peu complémentaire dans notre prise en charge. Voilà. Pour détailler un peu le sens XAPA-HAD, je laisse Quentin reprendre la parole. Alors du coup, de notre côté, à condition qu'on estime qu'il n'y ait pas de risque de sevrage trop complexe ou qu'il n'y ait pas d'antécédent de sevrage très complexe, on peut orienter certains patients que nous suivons vers l'HAD pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est une alternative à l'hospitalisation classique lorsque celle-ci n'est pas possible ou refusée, que ce soit pour des raisons familiales, pour pouvoir garder ses animaux, continuer à travailler, pour les enfants, ou alors par peur de l'hospitalisation classique. Donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, une autre raison, et c'est là tout l'intérêt aussi de vous présenter ce type d'articulation, c'est lorsqu'il y a présence de troubles psychiques non équilibrés, et intriqué avec les troubles addictifs. À ce moment-là, l'HAD est d'un grand secours. Ça permet aussi d'avoir un accompagnement plus long après le sevrage, puisque c'est 1 mois renouvelable une fois. Et c'est très utile lors des rechutes très précoces aux sorties d'hospitalisation de sevrage classique. Ensuite, ça permet de travailler in vivo aussi la gestion des cravings, et l'identification des déclencheurs, donc juste après le sevrage proprement dit. Donc ça permet de faire un travail addictologique vraiment de terrain. Et enfin, ça permet aussi de travailler avec l'entourage, la famille, et de ramener des éléments de vie et du quotidien aussi dans notre clinique, et donc d'enrichir notre prise en charge uniquement ambulatoire. Donc finalement, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut penser à l'HAD. Souvent, c'est des raisons multiples. Et donc, si le patient est d'accord, on l'adresse à l'HAD juste via un courrier. Et je laisse mon collègue vous expliquer la suite de la prise en charge. Alors, le déroulé des prises en charge, donc l'addicto
va nous adresser le patient, il va y avoir une consultation de préadmission pour voir si le domicile est possible aussi. On va définir les objectifs ensemble de la prise en charge. On va faire une évaluation psy aussi. On va évaluer la problématique addict. On va faire un entretien d'accueil, finalement. Et puis, on va surtout fixer des objectifs, du coup, avec le patient. Une fois qu'on l'aura fixé, cet objectif, on va user d'outils comme des carnets de bord, par exemple, pour essayer de noter un petit peu la consommation réelle de la personne. On va faire des balances décisionnelles aussi. On va utiliser en fait beaucoup d'outils des échelles aussi d'évaluation qu'on va faire avec le patient. Et ces outils-là, en fait, c'est souvent le XAPA qui nous les fournit même. Donc du coup, il y a une continuité logique un peu dans le schéma de soins, en fait. Et puis, on ne va pas faire évidemment que côté. Nous, notre expertise, elle est surtout psy, plus qu'addicto. Donc, nos passages sont intensifs, comme je le disais tout à l'heure. Quand je dis intensif, c'est-à-dire qu'on va passer soit tous les jours chez le patient pendant 1 mois ou 2 mois, soit 1 jour sur 2. Donc il faut s'imaginer en fait que nos passages, c'est des entretiens, que ce soit infirmiers, psychos ou médicaux. Et ça dure à peu près, on va dire 45 minutes à peu près nos entretiens. Donc, encore une fois, c'est très intensif. Il y a certaines personnes qui ont un peu de mal, mais ça a l'avantage quand même d'avancer beaucoup plus vite en fait qu'une hospitalisation, on va dire, plus classique en fait. Et là-dessus, on va pouvoir justement arriver à faire des ponts, à faire des liens entre les consommations, on va dire, problématiques, les consommations addictes du patient, et puis son passé, ses schémas psychiques aussi, et lui permettre peut-être de travailler dans ce sens pour essayer une amélioration dans son état. Petite précision peut-être sur les sevrages alcooliques qu'on propose à domicile aussi. Ils se déroulent sur 2 semaines, voire un peu plus. La première semaine, il ne marche pas très bien, d'accord. Celui-là, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est le jour et la nuit. Donc, les sevrages alcooliques qu'on propose à domicile se déroulent sur 2 semaines. La première semaine, on va passer 2 fois par jour, le matin, le soir. On va proposer aussi, on va s'appuyer sur un protocole en fait qui est assez classique, qui est basé sur du Seresta assez intensif au début et qui va être régressif tout au long de la prise en charge. On va apporter un apport vitaminique et après tout ce qui est hydratation, tout ce qui est conseil hygiéno-diététique. Pour la première semaine, c'est ça. Pour la deuxième semaine, ensuite, et bien sûr en s'appuyant aussi sur le score du Cushman pour essayer d'éviter tout risque de DT, de délirium tremens ou de signes de manque en fait. La deuxième semaine, on régresse, on allège un petit peu notre prise en charge. On va passer à 1 VAD par jour. On va continuer la même surveillance, mais en plus, on va commencer à introduire un début de psychothérapie aussi, puisque le patient sera un peu plus disponible. Il faut savoir que la première semaine, avec le traitement par Seresta, on va dire qu'il n'est pas très disponible. En fait, ça sédate beaucoup, donc pour discuter, c'est pas évident, quoi. À partir de la deuxième semaine, là, on peut commencer à mettre les bases d'un réel travail, en fait. Et puis au bout de cette deuxième semaine, le sevrage physique réussit dans 90% des cas à peu près. Et on peut proposer alors diverses sorties, on va dire, diverses suites.
Soit on redirige le patient vers le XAPA si c'est son souhait, et il souhaite arrêter en fait cette prise en charge à domicile, soit au contraire on la continue. Là on va arrêter, on va arrêter la surveillance du Cushman par exemple, de tous les signes de sevrage, et on va lui proposer de consolider en fait ce sevrage-là par des expositions, encore une fois dans son environnement, en l'accompagnant dans les supermarchés, dans les tabacs, là où parfois il y a des distributeurs de bière, pour essayer justement de mettre en place des stratégies de résistance pour ne pas recraquer, quoi, en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant de pouvoir proposer cette alternative-là de soins, de sevrage, quoi, en fait. Voilà. Pardon. Et donc je conclus du coup, c'est dommage, enfin, pour conclure rapidement en fait du coup, après l'autre sens c'est quand nous on sollicite, c'est quand on sollicite le XAPA, quand on découvre voilà, une problématique, par exemple je sais pas moi si on a des patients bipolaires qui vont consommer en fait de la cocaïne parce qu'ils recherchent le côté un peu hypomane là-dedans, ou même essayer de se recentrer un petit peu. Quand on a un patient psychotique qui est halluciné, qui est débordé par des voies et qui va consommer de l'alcool ou bien du shit pour essayer de les atténuer. Là-dessus, voilà, on a besoin, nous, à notre tour, de l'expertise, du soutien du XAPA pour pouvoir voilà, apporter là aussi, on va dire, la meilleure proposition de soins. Donc, HAD, XAPA, les deux finalement sont très complémentaires et on a besoin en fait de cet aller-retour là de communication, de soins, d'expertise pour essayer, voilà, encore une fois, de proposer la meilleure aide qu'on peut aux patients. Voilà, merci. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'enchaîner les trois présentations et de se réserver une session de questions à la fin, comme ça chacun aura le temps de bien développer, on est sûr de ne pas écraser les présentations. Donc nous quittons le Tarn-et-Garonne pour nous diriger vers le Lot. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi je suis le docteur Antonin Corre, je suis médecin psychiatre et référent de l'unité de psychopathologie des conduites addictives. Alors on dira UPCA peut-être pour la suite, ça sera un peu plus court. Donc c'est une unité de prise en charge de troubles psychiatriques et d'addiction dans le Lot, au centre hospitalier Jean-Pierre Falleret. Et je voulais remercier la 2PAO et la direction de l'hôpital Marchand de nous recevoir aujourd'hui et d'avoir organisé cette journée. Et je vais passer le micro à ma collègue Madame Noura Zouri, qui est la cadre de l'unité, qui va vous présenter un petit peu notre travail. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis effectivement Madame Zouri Noura, je suis la cadre de santé du service UPCA, qui est l'unité de psychopathologie des conduites addictives. Je tenais également à remercier la 2PAO et l'hôpital Marchand pour l'organisation de cet événement et les remercier de nous avoir conviés et de nous laisser l'opportunité de présenter notre établissement, mais surtout notre service. Donc je vais commencer par vous présenter assez rapidement l'Institut Camille Miret de manière globale. Et puis ensuite, on se concentrera surtout sur ce qui nous intéresse, l'unité UPCA. Donc l'Institut Camille Miret qui se situe dans le Lot, qui est un établissement qui regroupe trois types de structures, donc sanitaire, médico-social et social. Donc pour ce qui est du sanitaire, dont dépend UPCA, UPCA dépend du CH Jean-Pierre Falleret, du coup. Et l'unité UPCA est un service ouvert de 15 lits qui a été créé en 2006 et qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes majeures qui souffrent du coup de troubles psychiatriques associés à une ou plusieurs conduites addictives. Donc c'est un service hospitalier de niveau 2, donc recours et référence régionale pour les sevrages complexes. Ce qui veut dire donc sevrage complexe, que le patient a des antécédents de sevrage multiples, une dépendance sévère, une polyaddiction, une comorbidité psychiatrique et également une situation de grande précarité et un isolement social. Donc voilà.
pour la composition un peu de l'équipe pluridisciplinaire, donc on a effectivement un psychiatre, donc le docteur Antonin Cor, des médecins généralistes, donc une cadre de santé, moi-même, une assistante sociale, une psychologue, une diététicienne, des infirmiers, donc 10 infirmiers sur le service, 3 aides-soignants, une secrétaire médicale et des agents hôteliers qualifiés. Donc pour le mode d'entrée dans notre service, du coup, on a différents modes d'admission, donc à la demande personnelle du patient, via les CMP également, après évaluation d'un professionnel du secteur, via les médecins généralistes, via les acteurs du réseau également, et beaucoup d'entrées via l'unité fermée d'hospitalisation de crise, qui est l'unité UFHC, qui se situe du coup géographiquement au même endroit que le service UPCA. Ces 2 bâtiments qui sont proches l'un de l'autre. Et donc le docteur Cor prendra le relais tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment se passent les entrées via ce service-là. Parce qu'on a beaucoup d'entrées via l'unité de crise. Du coup, sur l'unité, on prend en charge les patients selon 3 axes. Donc, la santé psychique, au travers d'entretiens psychiatriques, d'entretiens avec la psychologue, les infirmiers, et au travers d'ateliers thérapeutiques. Le deuxième axe, ça va être la santé physique, une prise en charge systématique par le médecin généraliste à l'entrée du patient. Et également l'environnement social et familial au travers d'entretiens et d'accompagnement par l'assistante sociale du service. Ce qu'on y fait dans ce service, donc il y a beaucoup d'entretiens qui sont spécifiques, un accompagnement aussi sur le plan thérapeutique, des soins ponctuels, des activités de groupe ou en individuel. Et donc, comme activité, je vous donne quelques exemples. Du coup, on a de la créativité, estime de soi, massage, soins esthétiques, du sport, donc randonnée. On a une salle de remise en forme, un bain-bulle également au sein du service, un terrain de basket, enfin voilà. De la relaxation, de la réflexologie plantaire, on a des soignants qui sont formés à ça. Culinothérapie, des sorties socialisantes pour mettre les patients en contexte réel, du jardinage et bien d'autres activités, j'en passe. On parle de dispositifs innovants. Ce qu'on a, en tout cas, je ne sais pas si c'est innovant, mais en tout cas c'est une nouveauté pour notre institut et notamment pour le service UPCA. Au sein de l'Institut, on a une plateforme avec plusieurs professionnels qui viennent de se mettre en place. Donc on a un psychomotricien, une éducatrice en activité physique adaptée, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. On a une ergothérapeute qui interviennent au sein de tous les services de Jean-Pierre Falleret sur site de l'EIM, mais également sur le Cadurcien, sur Cahors. Qui interviennent à la demande des équipes et des médecins psychiatres ponctuellement dans les services pour des prises en charge spécifiques. Et je finirai, avant de passer le micro à Dr Cor, sur le fait qu'on a également une équithérapeute. Nous avons des chevaux, des ânes au sein de l'Institut et c'est une prise en charge qui est appréciée par nos patients. Voilà pour la présentation du service UPCA. Alors juste pour dire peut-être un petit mot sur la dualité entre addiction et troubles psychiatriques et sur notre façon de prendre en charge cette dualité. Alors pour 2/3 des patients qui entrent dans notre service, je les rencontre en consultation de préadmission, comme le disait ma collègue Noura, soit à la demande du patient lui-même ou à la demande d'autres professionnels de santé. Et à ce moment-là, bon, c'est des patients qui sont évidemment en grande souffrance, mais avec des troubles psychiatriques qui sont contenables, souvent des syndromes anxio-dépressifs qui vont aller d'intensité modérée à sévère. Par contre, il arrive qu'on ait des patients en fait qui entrent d'abord sur l'unité de crise psychiatrique pour des troubles psychiatriques beaucoup plus aigus et beaucoup plus sévères. Je pense par exemple à des bouffées délirantes aiguës,
décompensations schizophréniques ou encore des crises suicidaires. Et bien souvent, ces patients donc, qui entrent pour des troubles aigus graves ont des comorbidités, addictives. Je pense notamment si on prend les patients qui entrent chez nous, hein, c'est une statistique un peu de chez nous, alors c'est pas à l'échelle régionale ou nationale, mais si on prend des patients entre 18 et 35 ans qui rentrent pour des symptômes psychotiques, sur l'unité de crise, donc en hospitalisation sous contrainte, on en a 7 sur 10 qui sont positifs au cannabis. Du coup, ouais, c'est quand même très important. Et si on prend les crises suicidaires ou les crises d'agitation, voilà, des patients qui ont consommé de l'alcool, c'est à peu près 1 sur 2, quasiment. Donc alors évidemment, sur cette première phase de prise en charge de la crise, c'est pas là où on va pouvoir faire une approche motivationnelle, où nous on fait une approche plutôt TCC sur l'unité d'addicto. Là, il s'agit bien sûr de d'abord contenir et puis faire régresser les troubles psychiatriques aigus. Et une fois, souvent ça met quelques jours, et une fois que cette phase critique, donc sur l'unité de crise, est passée, c'est là où je vais pouvoir aller rencontrer ces patients pour leur parler plus spécifiquement des addictions et de l'impact négatif des addictions sur leurs troubles psy, et essayer de faire émerger une demande de soins addicto, et à ce moment-là, on les transfère après sur l'unité d'addictologie. Et très souvent, au bout d'encore quelques jours, je lève la mesure de contrainte, et après on est sur de l'hospitalisation libre à la demande du patient. Alors ça ne marche pas avec tous les patients. Il y a des patients qui, après leur phase de crise, n'adhèrent pas forcément à un transfert sur l'unité d'addicto. À ce moment-là, on va proposer plutôt des consultations et une prise en charge ambulatoire après la sortie. Ce qui est assez compliqué, je dirais, c'est l'amnésie que peuvent avoir certains patients sur des bouffées délirantes ou des décompensations schizophréniques qui ne vont pas forcément se rappeler un petit peu des troubles qu'ils ont manifestés. Et du coup, il peut y avoir une minimisation, une banalisation quand c'est la question du cannabis, hein, encore très souvent, trop souvent, je dirais. Les patients prennent un peu à la légère leur consommation qui, je pense, est impliquée quand même dans un grand nombre de décompensations, et des fois des compensations très graves. Voilà, donc c'est un peu notre quotidien. Moi, j'interviens à peu près à 30% sur l'unité de crise psychiatrique, et après, je suis sur l'unité d'addicto. On a cette chance d'avoir... les deux unités sont à 30 mètres à peu près l'une de l'autre, donc c'est très facile d'aller de l'une à l'autre. Et voilà, un peu ce qu'on... Tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être un élément important, on part sur des hospitalisations de 4 à 6 semaines environ, mais ça peut varier en fonction des profils des patients. Et autre information aussi qui, je pense, est importante, donc on prend des patients de manière intersectorielle, donc sur site, effectivement, et sur le Lot, mais également au niveau régional. Voilà. Je pense qu'on a terminé notre présentation. Je ne sais pas si... Ouais. Voilà. Voilà pour l'UPCA. Bonjour. Je suis Amandine Huquin, je suis psychiatre addictologue au CHU de Nîmes, et donc je voulais vous parler effectivement aujourd'hui d'un autre dispositif qu'on a pu mettre en place sur le CHU de Nîmes, peut-être pour vous situer un petit peu notre service d'addictologie, parce qu'il a justement, nous on est un peu éclaté géographiquement, du coup c'est important par rapport, parce que ça a des vrais enjeux sur la prise en charge bien sûr. Donc le service d'addictologie du CHU de Nîmes est constitué de 3 sites. Donc 2 sites ambulatoires qui sont sur Nîmes, donc un XAPA et une consultation hospitalière, et un service de liaison. Donc le XAPA est en ville, il y a une partie, donc le reste est dans le CHU, donc dans un hôpital général. Et en fait, nos lits de sevrage et de SSR, donc de soins de suite,
et des réadaptations addictologiques sont à 40 km sur le littoral au Grau-du-Roi. Donc du coup, c'est un petit peu particulier. On a aussi une petite consultation universitaire sur le Grau-du-Roi et les bassins de population en fait sont un peu différents entre les deux. Avec donc je ne sais pas si vous connaissez ce coin du Gard, mais avec un peu un no man's land de Camargue au milieu, très peu de transport pour aller d'un site à l'autre. Donc c'est assez singulier comme configuration. Donc sur le CHU de Nîmes, on a pu mettre en place depuis un peu plus d'1 an et demi un hôpital de jour qui n'est pas un hôpital de jour classique comme on peut le concevoir, c'est-à-dire qui serait ouvert tous les jours où les patients arrivent le matin, repartent le soir, etc. Puisque c'est une première partie, on va dire, d'hôpital de jour qui se concentre essentiellement sur la pathologie duel et notamment sur les bilans diagnostiques. Et en particulier du coup sur le repérage et la mise en place des traitements TDAH. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler en fait aujourd'hui en particulier ce matin. Donc je ne sais pas si vous êtes tellement familier avec cette notion du TDAH dans les troubles addictifs, mais c'est une problématique qui est vraiment très prégnante. On considère que chez les patients qui sont hospitalisés pour sevrage, en fait, on a entre 15 et 20% des patients qui présentent en fait un TDAH qui n'est pas repéré, qui n'a jamais été diagnostiqué. Donc pour certains pour lesquels en fait, on en a entendu vaguement parler dans l'enfance. Ça dépend énormément de l'âge du patient, bien sûr. Si vous avez moins de 30 ans, vous avez un peu plus de chances que si vous en avez plus, qu'on vous ait éventuellement évoqué ça quand vous étiez enfant. Mais si vous avez plus de 30 ans, vous n'avez quasiment aucune chance en fait que d'avoir rencontré un quelconque psychologue scolaire ou d'avoir été adressé à un pédopsychiatre quand vous étiez enfant, parce que du coup, on a un très gros retard en France sur la prise en charge de cette problématique. Donc qui suscite encore parfois un peu des questionnements sur les problématiques de surdiagnostic, sous-diagnostic. Enfin, moi je vous dis qu'il y a un sous-diagnostic, mais on entend aussi parfois dans les médias de surdiagnostic, de surtraitement, d'abus de traitement. Et donc je pense que c'est vraiment important, juste avant que je vous présente 2 petites situations cliniques, de remettre les vrais chiffres en place, notamment les chiffres de la NSM et des chiffres européens, à savoir qu'en fait, on prescrit 5 fois moins en France pour 100 000 habitants qu'aux États-Unis. Et qu'aux États-Unis, en fait, il y a seulement 19% des enfants et ados qui présentent un TDAH qui en fait, sont traités par une stratégie médicamenteuse. Aux États-Unis aussi, donc sur des très grosses cohortes, on a pu établir qu'en fait, pour un patient traité en excès, ou peut-être il y a une erreur de diagnostic, en fait, ou alors on lui donne à ce traitement et il n'aurait pas dû. En fait, il y a 3 patients qui, eux, n'ont pas été traités alors qu'ils le devraient. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important en tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager ces chiffres. Donc c'est vrai qu'il y a un abus de traitement possible avec certaines formes de méthylphénidate, notamment si on n'a pas de TDAH. Et donc c'est pour ça que là, sur les situations dont je vais vous parler, et c'est ce que je fais en pratique clinique, dans les populations qui présentent une fragilité addictive, on utilise tout le temps en fait des formes à libération prolongée, enfin quasiment exclusivement, sauf exception, et donc pour lesquelles en fait il n'y a pas de risque d'abus établi, puisqu'en fait il n'y a pas de pic sanguin. Donc vous savez qu'en fait on peut devenir dépendant à une substance qui monte rapidement dans le sang, en fait dans la concentration sanguine, parce que du coup ça fait un shoot, enfin voilà. Et donc en fait les formes à libération prolongée, en fait notamment pour certaines d'entre elles, en fait, se mettent en place vraiment très progressivement dans la journée en termes de concentration, ce qui est même parfois difficile pour les patients parce qu'ils attendent 1, voire 2, 3 heures pour que le traitement soit efficace. Et puis, c'est des durées de vie longues. Donc, on utilise des formes qui sont au minimum 6, mais plutôt 8 à 10 heures de durée de vie pour que, justement, on n'ait pas ces problématiques d'abus. Donc, la problématique d'abus est très liée à la pharmacocinétique. Donc, c'est un peu technique, mais je pense que c'est aussi important de le dire. Donc voilà, du coup je voulais vous parler, donc pourquoi je voulais vous parler de cette problématique du TDAH, parce que en fait le risque, donc bien sûr on a un sur-risque de développer une addiction quand on vit avec un TDAH qui a persisté à l'âge adulte, parce qu'en fait dans plus de 50% des cas, donc ce trouble neurodéveloppemental qui a nécessairement débuté dans l'enfance, donc c'est un style particulier de maturation cérébrale, on va dire, en fait, va se maintenir à l'âge adulte. Et donc c'est là qu'en fait, nous, on se trouve en difficulté, notamment parce que les adolescents qui vivent avec un TDAH vont rencontrer plus précocement les substances et en fait, du fait de leur TDAH, présentent des facteurs de risque, notamment une forte impulsivité qui vont les exposer massivement au risque, enfin à l'exposition aux substances et au risque addictif. Et donc, quand on a développé malheureusement un trouble addictif alors qu'on vit avec un TDAH, du coup, on va avoir un risque de rechute, même si on venait à se sevrer, qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui ne vivrait pas avec un TDAH et qui aurait le même parcours de soins, la même démarche.
Donc il y a un espèce d'enjeu et même parfois une urgence en fait à repérer, à prendre en charge des traitements dans le cadre aussi hospitalier. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous parler que en fait de l'HDJ. Mais je vais essayer de faire court parce que le temps avance. Donc je voulais juste vous vraiment mentionner 2 situations, vraiment sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais pour vous montrer un peu 2 configurations de situations complexes, en fait, que du coup j'ai pu prendre en charge avec mes collègues avec des problématiques de TDAH. La première, c'est justement pas dans le cadre de l'HDJ, mais dans le cadre d'une consultation avancée qu'on a dans le cadre de l'HDJ, on va dire, où en fait je me déplace dans les lits d'hospitalisation qui sont loin, comme je vous l'ai mentionné, qui sont à 40 km, pour des avis pathologie duel et repérage TDAH et des patients qui sont en sevrage ou qui sont dans le soin de suite et de réadaptation, dans l'idée qu'en fait, s'ils sortent avec leur TDAH non traité, en fait, ils ont un risque de rechute massif à la sortie. Et la situation que je voulais vous mentionner, c'est justement un patient qui s'est fait exclure en fait de la structure de nos lits de sevrage parce qu'en fait, il ne respectait pas le cadre hospitalier, mais pour qui on a pu quand même mettre en place un traitement. Et donc, du coup, c'est souvent des patients, on le disait, des patients difficiles en addicto. Et alors, si un TDAH, en plus, du coup, ils ont du mal, ils sont très impulsifs. Donc, on leur donne une règle, c'est très compliqué pour eux. Et puis, ils sont agités, ils ont une instabilité motrice. Ils ont besoin de faire du sport alors qu'on leur demande de rester dans leur chambre. Et donc, ce sont des patients qui, en fait, vont sortir du cas très rapidement et éventuellement, du coup, être pas exclus, mais en tout cas sortir par rupture de contrat, comme on dit en addictologie, mais ce qui revient un petit peu au même en pratique. Cette première situation, c'était un homme de 41 ans qui venait pour une première démarche de sevrage alcool, cocaïne et cannabis, avec une exposition précoce aux produits, alcool 14 ans et cannabis rapidement aussi 10 joints par jour. Et puis plus tardivement, des prises régulières de cocaïne à partir de la crise du Covid. Donc ce patient, en fait, mes collègues du court séjour addictologique m'ont demandé de le voir pour une suspicion de TDAH, donc qu'ils ont eu, donc qui n'avaient pas été repérés par le médecin adresseur, mais où ils ont eu sur l'anamnèse en fait de gros doutes dès son entrée, notamment sur cette instabilité motrice qui était importante. Bien sûr, il y avait des consommations de cocaïne au départ, donc du coup, il ne faut pas confondre bien sûr les patients qui arrivent juste intoxiqués, mais ça se maintenait et surtout rapidement à l'interrogatoire, ils ont pu retrouver en fait des arguments en faveur, notamment dès l'enfance, la scolarité en âge primaire, donc c'est très important de repérer les symptômes avant 10 ans, parce que dès le collège, si vous avez les substances, du coup, ça biaise complètement la clinique. Et puis, il faut que c'est apparu avant 10 ans. Donc, il y avait une histoire avec des exclusions multiples des établissements scolaires, un enfant qui était à l'époque souvent puni, voilà. Et donc, vraiment tout le cortège classique que je ne vais pas vous décrire de troubles de l'attention, d'impulsivité et d'hyperactivité, qui est la triade diagnostique dans le TDAH. Et puis, donc, à l'âge adulte, en fait, des difficultés de planification qui le gênaient pas mal dans son travail, des troubles de la concentration, mais aussi une tachypsychie, une pensée sans repos. Donc, du coup, mes collègues lui ont fait passer un entretien structuré de repérage qui s'appelle la DIVA, qui prend une 40aine de minutes, donc il faut quand même avoir le temps de le faire, et où il cotait le score maximal, donc aux 2 échelles de difficulté attentionnelle et d'hyperactivité. Donc du coup, je rencontre ce patient et à l'entretien clinique, donc du coup, on peut confirmer ce diagnostic. Donc, il faut savoir qu'on a mis aussi en place une filière courte en fait cardiologique parce qu'en France, donc, il est indispensable d'avoir un avis cardiologique de non contre-indication à la mise en place du méthylphénidate pour les patients. Et donc, comme on travaille dans un hôpital général, on a la chance d'avoir une filière courte avec nos cardiologues, ce qui nous permet pendant les hospitalisations d'avoir des avis et éventuellement de mettre en place le traitement. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire pour ce patient qui en fait est sorti à J2 de la première plus basse dose de méthylphénidate, donc de Concerta, et donc qui était très mobilisé en fait sur ce diagnostic, il lui parlait beaucoup et donc il est revenu juste après en consultation donc dans la semaine pour qu'on adapte la posologie et ce patient donc rapidement a une posologie relativement faible, à 36 mg, il a pu constater que ses pensées se posaient, qu'il était beaucoup moins tachypsychique et avec une présentation qui était radicalement différente même en entretien, un patient qui tenait assis en fait simplement pendant une demi-heure d'entretien alors que l'entretien quand je l'avais vu en hospitalisation il circulait dans la chambre et il commençait des tâches alors que je lui parlais donc sur son ordinateur pour me montrer des choses avec la pensée qui rebondissait sans arrêt.
Donc voilà, donc du coup ça c'était une première modalité, et puis j'ai plus de temps je crois, mais je voulais aussi vous signaler donc du coup les modalités plus classiques d'adressage sur l'hôpital de jour, où en fait là nos collègues du XAPA, mais aussi de la consultation universitaire, mais aussi du territoire en fait nous adressent des patients spécifiquement pour un bilan, donc où ils sont reçus par 2 intervenants, donc au minimum la psychologue du service et moi-même, et parfois donc le neuropsychologue du service. Donc on ne fait pas nécessairement des tests neuropsychologiques parce que ça ne correspond pas aux recommandations en fait internationales, mais on peut avoir recours à des tests si on a un doute, ou notamment si on est face à des diagnostics triples dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui sont aussi extrêmement fréquents. Et donc du coup ça permet notamment dans des situations où les patients par exemple ne s'améliorent pas après sevrage, ou alors où il y a vraiment des énormes freins au changement qu'on ne comprend pas, parfois d'avancer beaucoup plus vite, et en fait d'emporter aussi l'adhésion du patient qui tout d'un coup comprend en fait son mode de fonctionnement. Donc il y a une très forte composante aussi dans la prise en charge de psychoéducation et bien sûr d'accompagnement psychothérapeutique qui est à mettre en place en plus du traitement médicamenteux, et donc sur lequel on essaye aussi d'accompagner les patients. Donc sur cet hôpital de jour, bien sûr, l'idée c'est plutôt en fait d'installer en début en fait de prise en charge des doubles suivis, parce qu'on peut pas, enfin l'idée c'est pas d'absorber la file active du territoire, pas du tout, mais plutôt en fait d'avoir un centre de recours diagnostique et éventuellement de mise en place des traitements à cause des contraintes réglementaires de prescription qui sont encore à l'heure actuelle où le psychiatre doit primo prescrire. Voilà, donc j'ai dépassé je crois et je rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a 10 minutes pour prendre une série de questions. Un micro doit circuler quelque part. Merci. Bonjour, docteur Honoré de l'Elsa de Cahors. Par rapport au TDAH, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, sur lequel j'essaye de me pencher. Alors moi, je suis à la base généraliste, addictologue, je ne suis pas psychiatre. Et la difficulté, c'est à qui on adresse quand on a une suspicion. Alors, je prends la question, mais peut-être que vous avez aussi d'autres idées. Donc, moi, je fais partie de la coordination nationale de la prise en charge des TDAH adultes. Donc, c'est une association qui s'est formellement constituée, d'ailleurs, là, très récemment, en termes de statut, mais qui existait en termes de réseau depuis longtemps. Et donc, en fait, la coordination a aussi pour mission, en fait, d'aider à la prise en charge, notamment en termes diagnostiques et en termes, après, de prise en charge sur le territoire. Donc, c'est toujours une ressource de s'adresser à la coordination quand on n'a vraiment pas de relais local ou quand un patient, par exemple, déménage et qu'il faut l'adresser. Enfin, c'est des configurations fréquentes où, en fait, on peut solliciter la coordination. Donc après, je ne sais pas où vous habitez, mais ça dépend beaucoup des endroits. Donc c'est comme il y avait effectivement un énorme manque dans le Gard, c'est pour ça qu'on a pris à bras le corps cette problématique aussi et qu'on a mis en place ce dispositif de diagnostic et d'aide à la mise en place du traitement. Je le répète, hein, qui n'a pas vocation à prendre en charge tous les TDAH qui présentent des troubles addictifs du Gard, parce que c'est juste pas possible, mais qui s'inscrit plutôt en fait vraiment comme un relais et le fait de permettre de faciliter le soin pour ces patients et de faciliter le parcours de soins plutôt dans des optiques de double suivi. Et donc ça dépend beaucoup. C'est clair que selon les dispositifs de soins localement, il va y avoir des personnes qui vont être plus ou moins à l'aise avec et experts entre guillemets sur le repérage du TDAH, et ça complique encore plus la donne quand il y a des problématiques addictives. Donc c'est pour ça ce projet nous tient vraiment à cœur, parce que c'est une clinique spéciale et il faut quand même avoir vraiment l'habitude, pour des patients qui ont des troubles addictifs, de faire les diagnostics au-delà des échelles de repérage, même si l'entretien structuré de la DIVA donne quand même des très bons indices pour l'existence dans l'enfance de troubles. Et il est vrai que les configurations actuelles de règles de prescription font que, du coup, de toute façon, à un moment donné, il faut passer par un psychiatre au début. Alors, ça va probablement évoluer, je ne sais pas quand,
mais il y a eu une audition du Sénat, justement d'Étienne Caméraire cette année, pour la coordination TDAH adulte, donc qui a donné un avis en émettant l'hypothèse que les médecins addictologues non psychiatres seraient à même, si ils étaient formés en fait à cette problématique, à mettre en place les traitements. Mais voilà, ça reste un sujet pour lequel il y a probablement des réponses locales assez disparates. Je ne sais pas si ça répond peut-être pas complètement à votre question, mais malheureusement, j'ai pas mieux que si vous ne connaissez pas le dispositif local, peut-être vous adresser à la coordination. Et après, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et moi, je relayerai sans problème. Oui, alors c'est ça. Donc, et puis surtout, après, c'est vrai que du coup, moi, donc je connais pas du tout, évidemment, la prise en charge sur Toulouse, mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait, ces prises en charge qui sont faites par des neurologues qui voient les patients une fois par an. Enfin, là, on ne s'inscrit pas, évidemment, pour nos patients, donc dans des problématiques comme ça. Alors après, là, c'est plutôt vous pour adresser, si je comprends, à votre demande, des patients que vous suivez de toute façon de façon rapprochée, et donc pour avoir un avis diagnostique. Donc c'est difficile, mais envoyez-moi. Mais moi, je peux demander. Enfin, peut-être il y a des gens qui ont des réponses en fait dans la salle, parce que moi, je connais pas vraiment les dispositifs sur Toulouse. Donc c'est peut-être vous qui avez la réponse en fait, plus que moi. Je peux répondre en partie, parce que nous aussi, on s'est penché sur la question, parce qu'on a les mêmes problèmes que toi. Effectivement, le professeur Pariente ne peut pas tout faire. Donc moi, je me suis formée. Et donc ça, c'est une possibilité, c'est de se former. Mais après, effectivement, enfin, c'est compliqué. Après, quand on est médecin généraliste, effectivement, on peut pas prescrire. Enfin, c'est vrai que ça reste compliqué. Il faut avoir un réseau, il faut arriver à se former, mais en réseau en plus. Ouais. Bon, voilà. Après, nous, on essaye de les prendre en charge en ambulatoire aussi. On fait des diagnostics souvent hospitaliers et la prise en charge ambulatoire. Et c'est vrai que ça règle pas mal de problèmes, surtout sur les patients qui ont des problématiques de cocaïne. C'est typiquement ça. J'avais une autre question, moi, en fait, c'est pour ça que... Avant votre question, juste, en effet, la formation est très importante. Il y a plusieurs DU maintenant qui existent, DU TDAH, et notamment, il y en a un à l'université de Montpellier-Nîmes. Donc en termes de formation, c'est probablement des bonnes ressources aussi, même si ça ne règle pas pour le moment le problème de la prescription. Mais si les règles de prescription étaient vouées à évoluer, ce qui à mon avis va être le cas pour les addictologues, les médecins addictologues, du coup je pense que de disposer de ce genre de formation en fait garantira le fait que vous, comme sur même, donc on est habitué à prendre en charge et on connaît la problématique, etc. du TDAH. Donc c'est probablement une forme aussi de garantie. Ouais. Ma question s'adressait à l'HAD de Montauban. En fait, je voulais savoir si vous excluiez les patients qui vivent seuls ou pas. Moi, en fait, dans ma pratique, j'ai fait des sevrages, j'ai organisé des sevrages ambulatoires avec des infirmiers à domicile. Des infirmiers libéraux. L'HAD, on a essayé, mais ça ne marche pas encore trop. Mais voilà, c'est une piste, effectivement. Je voulais savoir, en fait, parce que je pense à des patients et si le fait qu'ils vivent seuls, parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui vivent seuls, est un frein pour vous en pratique. Est-ce que vous avez... Alors, c'est vrai que la solitude des patients, c'est une problématique, effectivement, surtout dans les sevrages alcooliques à domicile. C'est risqué, évidemment, surtout la première semaine, quand le patient est lourdement sédaté, et il est tout seul. Il est tout seul, est-ce qu'il va nous ouvrir quand on va passer ? Bon. Il y a un contrat, en fait, à passer avec lui. Est-ce que parfois il peut nous donner la clé aussi ? On s'arrange aussi comme ça. Est-ce qu'on peut augmenter nos visites ? C'est possible aussi. On s'adapte. C'est plus serein pour nous quand effectivement il y a un accompagnant, c'est plus serein pour lui aussi, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas pour autant qu'on exclut cette prise en charge-là. Mais du coup, on adapte en fait notre protocole de suivi. Voilà, on va rapprocher, on va essayer de rapprocher les visites, de les multiplier. Si c'est pas en tête à tête, ça sera au moins par téléphone.
voilà, on va resserrer en fait notre surveillance. Le problème sera surtout, le protocole nous qu'on met en place, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est sur 2 semaines, avec une première semaine où la sédation est plus importante. Dès la fin de cette première semaine, ça va beaucoup mieux, quoi, hein, quand même. Le patient reprend, on va dire, beaucoup plus ses capacités, quoi, on va dire. Même si la première semaine, il ne les a pas perdues pour autant. Mais pour répondre à votre question, ce n'est pas un frein qu'il soit tout seul, mais c'est sûr, c'est moins confortable, et pour lui et pour nous. Bonjour, alors Myriam Beata, moi je suis conseillère technique santé à la protection judiciaire de la jeunesse, donc public adolescent en infraction avec la loi. Voilà, nous on accompagne les équipes, donc moi je suis du Tarn et Aveyron, mais j'ai mes collègues des autres départements d'Occitanie qui sont là aussi. Alors c'est plus un appel, je vous remercie pour vos présentations. C'est un appel parce que c'est un public du coup en intervention, on va dire prévention primaire ou secondaire, on manque de partenaires. Nous, on est une administration de l'État, on est quasiment l'administration de l'État la plus petite en RH, avec des éducateurs qui ont des missions impossibles. Pour vous décrire le public, c'est soins sous contrainte. Donc les structures médicaux ne travaillent pas, ou très rarement, sous la contrainte. Donc on est sur des soins sous contrainte, on est sur des gamins qui des fois ont des troubles psy émergents. Des fois, pour des troubles du comportement, ils sont mis sous des traitements lourds. Donc, c'est des gamins, des fois, dès 13-14 ans, ils sont sous neuroleptiques, qui sont placés dans des structures d'hébergement, par défaut, des fois, de structures de protection de l'enfance. Et des fois, quand il n'y a pas de place en placement en PJJ, ils sont en détention. Où là, ils ont des traitements et on n'a pas de relais de sortie. Donc, des fois, en détention, comme ils sont entre 4 murs, on arrive il y a un médecin psychiatre qui prescrit. Mais quand ils sortent, il n'y a pas de relais. Donc, c'est vraiment un appel. Voilà, s'il y a quelqu'un, comme il y a toujours des appels à projets qui sortent en permanence et chaque année, s'il y a des structures qui veulent travailler avec nous sur ce public un peu spécifique, sans réticence, parce que pour histoire, enfin, juste pour que vous ayez en tête, il y a une inégalité de traitement des fois pour l'accueil des adolescents en service de psychiatrie, notamment parfois au niveau même libéral ou même en structure, où des fois on nous demande 3 éducateurs quand le psy voit la taille du dossier d'un gamin de 16 ans. Le psychiatre demande qu'il y ait 3 éducateurs présents pour la consultation, ce qu'on ne demanderait pas pour un adulte. Et aussi, ce sont des jeunes qui sont sous contrainte judiciaire, c'est-à-dire des fois c'est des gamins qu'on a des fois sous traitement médicamenteux, qui ont des contraintes judiciaires d'insertion avec un taux de vigilance de 20 minutes. C'est des missions sur lesquelles on a du mal à travailler. Donc voilà, c'était un appel à la salle. Je vous remercie. On va prendre deux dernières questions qui sont prévues, puis après on va passer à la suite. Oh, bonjour, donc, moi je m'appelle Romain. Ouais, c'est pareil, la question c'est plutôt pour Montauban. C'est comment vous avez travaillé l'acculturation de vos équipes mutuelles et comment vous travaillez dans les transmissions ensemble sur comment ça se passe et comment vous communiquez au quotidien. On fait des synthèses. On essaie d'avoir un maximum de temps, autant du XAPA que du nôtre, pour essayer d'organiser des synthèses sur, on va dire, au moins une fois, toutes les 3 semaines à peu près, si la durée d'hospitalisation se fait comme ça. On les invite dans nos services, des fois c'est eux qui nous invitent, ou alors on fait juste le lien téléphonique. Voilà, on essaie d'avoir ce retour-là, des échanges de mails. J'ai envie de dire c'est un peu classique quoi, comme échange d'informations, mais ça fonctionne. Après, oui, concernant la reconnaissance mutuelle des troubles, en fait, psy côté addicto et addicto côté psy, comment vous arrivez à sensibiliser vos équipes à ça? C'est l'un et l'autre de toute façon sont imbriqués, quoi. On le sait bien, quoi. C'est jamais aussi clair que ça, quoi. Disons que nous, quand on va entamer notre psychothérapie, on va dire avec la personne suivie,
On va aller creuser beaucoup dans son histoire, on va aller faire des liens, on va essayer de dessiner une structure psy qu'on va mettre en évidence et qu'on va partager forcément avec le patient pour qu'il puisse faire des liens lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il consomme davantage quand il y a telle ou telle situation? Comme je disais tout à l'heure, c'est intensif quand même, donc on travaille vraiment, je dirais pas vite, mais vraiment avec force, quoi, quand même. Et ça nous permet justement, voilà, de relever des schémas dysfonctionnels qu'on va pouvoir après voilà, mettre en lien avec les consommations et qu'on va pouvoir partager après avec le XAPA, qui lui, de toute façon, assurera après le suivi beaucoup plus étalé dans le temps, beaucoup plus chronique. Parce que nous, on est activé sur une durée on va dire 2 mois maximum, enfin pas maximum, mais voilà, 2-3 mois quoi, maximum. Donc c'est pas toute une vie, quoi. Le XAPA, lui, va vraiment récupérer tout ça et il peut s'appuyer du coup sur cette expertise-là, quoi, voilà, pour pouvoir après lui cheminer plus en longueur après. C'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. Ça aide. Ouais. C'est une question, voilà, pardon, je te coupe, mais c'est une question de réseau, quoi, vraiment, quoi, en fait, quoi, voilà. Il y a vraiment une démarche très, voilà. C'est ça. Une dernière question devant, puis après on va passer à la suite parce qu'on est un peu en retard. Loïc Plotot, je suis bénévole à l'association Vie Libre. Donc je voulais dire aux professionnels que vous êtes qu'on est très actifs en tant que bénévole dans la société civile, pour le dire un peu vulgairement ou bêtement, c'est-à-dire en dehors du cadre professionnel, et qu'on est un peu le dernier chaînon voilà, dans les villages, dans les quartiers, des fois, pour accueillir les publics en difficulté. Et qu'il y a une question qui nous interroge beaucoup sur puisqu'on est dans les dispositifs innovants, l'abstinence ou la consommation, la réduction des risques, la consommation contrôlée. On est un peu perdu sur le terrain parce que, comment dire, pour mettre en place une consommation contrôlée éventuellement, ce qui a l'air d'être un peu à la mode, hein, nous, sur le terrain, on ne voit pas bien comment on propose à des gens qui sont dans une situation d'addiction une consommation contrôlée, puisque c'est précisément le problème qu'ils ont, en fait. Puisqu'une des définitions de l'addiction, c'est de ne pas contrôler sa consommation, à moins d'avoir un encadrement humain pour tenir des carnets de bord, etc., les fameux outils qui n'existent pas, en réalité, sur le terrain, ou très peu. C'est-à-dire en quantité largement insuffisante. Voilà, donc je voulais... du coup, on ne sait pas bien quoi dire aux gens, en fait. Alors nous, on prône plutôt l'abstinence, par faute de moyens, en sachant que peut-être pour certaines personnes, c'est pas possible. Et leur dire continuez à consommer, on ne peut pas leur dire non plus. Ce serait quasiment une session dédiée à cette question. Ouais, je peux dire un mot si vous voulez, parce que c'est une problématique sur laquelle j'ai un petit peu travaillé et qui est vraiment essentielle. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment eu ce changement de paradigme, on va dire, qui date il y a une dizaine d'années, on va dire, et qui en fait a laissé probablement un inconfort dans certaines institutions, mais j'aimerais peut-être voir si on pouvait reformuler finalement ce que vous proposez. Est-ce que vous proposez plutôt dans le sens où je pense que ce changement de paradigme, il est plutôt à comprendre dans qu'est-ce qu'on peut recevoir comme demande de la part des patients. Donc nous, en tant que soignants, à aucun moment, on n'a peut-être pas la même position dans le soin en tant que père aidant et en tant que professionnel du soin, on va dire,
plus directement, en tout cas moi dans ma position de médecin, et en fait à aucun moment je dis à mon patient ce qu'il doit faire. Donc ce changement de paradigme, je crois qu'il est vraiment important à resituer un peu historiquement, dans le sens où on avait une approche extrêmement paternaliste en addictologie jusqu'à peu, hein, où on imposait l'abstinence, et donc on a constaté que c'était un frein à l'accès aux soins. Et donc il y avait énormément de personnes qui n'accédaient pas aux soins parce qu'elles craignaient qu'on leur impose de l'abstinence et que les modalités de soins n'étaient compatibles que si elles étaient prêtes à arrêter. Alors on sait bien que l'addiction, c'est la perte de contrôle, mais c'est aussi l'ambivalence, et qu'une personne qui vit avec une addiction, elle peut, dans la même journée, avoir envie d'arrêter pour toute la vie parce que c'est trop, et ne pas se sentir du tout la force d'arrêter. Enfin, voilà. Et donc en fait l'idée d'accompagner les personnes de façon un peu inconditionnelle en les laissant choisir elles-mêmes leur objectif, c'est plutôt ça, c'est plutôt de laisser personne sur le carreau, et en fait de s'adapter et d'être flexible, nous en tant que soignants, d'être innovants aussi. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait que par contre c'est hyper chronophage d'accompagner un patient qui vit avec une addiction et qui a envie de changer son comportement, mais je dirais que ça soit vers l'abstinence ou vers la réduction de consommation. Donc je crois que peut-être ce terme de consommation contrôlée, d'après moi, il est un peu usurpé. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est ni un objectif d'être abstinent ou d'avoir une consommation contrôlée. L'objectif, c'est que la personne, elle retrouve une meilleure qualité de vie, et ça va passer peut-être à un moment donné par une phase d'abstinence, c'est un moyen, peut-être à un moment donné par une phase de réduction, dans un sens ou d'un autre, mais l'important, c'est qu'il y ait toujours un interlocuteur qui soit là avec le patient pour faire le point sur ce qu'ils sont capables de faire, l'accompagnement dont il a besoin, et que ça fonctionne pour lui. Donc voilà, mais après c'est un peu mon point de vue, et j'ai bien conscience qu'en pratique ça vous donne pas forcément de clés sur le terrain sur quoi tenir comme discours, mais je trouve que voilà, j'avais envie peut-être de resituer un petit peu les choses comme ça. Je sais pas si ça vous parle un peu, mais c'est une très belle transition sur la prochaine présentation qui sera centrée sur le rétablissement. On peut remercier nos 5 premiers intervenants. Alors la prochaine présentation est en visio. On va peut-être faire des petits tests son avant. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, je ne vous entends pas du tout. Comment dire ? Docteur Talent, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez faire un petit test de son de votre côté pour voir si on vous entend bien dans la salle ? Alors, peut-être si on peut faire un peu de silence dans la salle, voir si on a l'impression d'entendre sur les enceintes de la salle. Docteur Talent, est-ce que vous pouvez parler un petit peu ? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et si vous voyez ma présentation. Oui, si vous pouvez parler un petit peu plus fort, on vous entend bien dans la salle, et puis dans la salle, demandez de très attentif. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, c'est bon. Comme ça. Oui, ça va aller. Si vous vous approchez bien du micro et que nous on fait silence, on va vous entendre. D'accord. Donc, je n'ai pas compris si vous avez vu ma présentation, je vous entends aussi très mal. Oui, oui. Ça passe, Bon, ça passe sur notre grand écran. On la voit. Ouais. Merci. Bonjour, moi je suis Aurélie Savant, je travaille à Marseille dans une équipe de psychiatrie, et je développe un certain nombre de projets autour du rétablissement. Et je vais vous parler d'un de ces projets qui s'appelle le COFOR,
qu'il y a un projet libéré qui s'appuie sur les compétences des personnes concernées, leur vécu des troubles, pour faire un genre de psychoéducation avec de l'autosport. Je remercie Manon de m'avoir invité à cette journée et voilà, merci aux intervenants précédents, c'est très intéressant. Alors, je vous parlais du modèle dont on s'est inspiré pour développer le confort, ça s'appelle le Recovery College. Alors, ça se base sur l'idée qu'on peut apprendre le rétablissement, qu'il y a toute une approche éducative, on a une expérience, et après on a des savoirs, et après on en fait quelque chose. C'est quelque chose qui est aussi dans notre pratique des soignants en psychiatrie, on accompagne aussi cette éducation déjà au quotidien. L'idée là, c'est de poursuivre et de compléter ce genre d'approche qui vise l'empowerment grâce à des pères aidants. Les pères aidants, comme ils ont eux-mêmes l'expérience des troubles, à l'intérieur de ces groupes, ça permet d'échanger un certain nombre d'expériences, d'échanger des stratégies. Quand il y a un certain nombre de facilitateurs, des personnes qui sont décidées comme ça, qui sont désignées et rémunérées pour animer ces groupes et qu'on a formés, et bien ça permet d'avoir un niveau d'échange et un niveau de compréhension entre les personnes qui est très fort dans un espace sécurisé. Donc il y a toute une méthode de co-apprentissage et chacun, ces petits groupes de 12 personnes, ont de la place pour s'exprimer et apprendre des autres. La deuxième différence par rapport à la psychoéducation classique, qu'on peut décliner soit dans des groupes, soit dans de l'accompagnement individuel, c'est le fait d'être localisé dans un vrai lieu de formation. On n'est ni à l'hôpital, ni dans un centre ambulatoire, mais en l'occurrence à Marseille, à l'IRTS, l'Institut régional du travail social. Ça nous permet d'activer des leviers très importants dans le rétablissement des personnes, c'est-à-dire la déstigmatisation et l'auto-déstigmatisation, d'aller se former, d'aller réfléchir sur ces troubles dans un lieu de formation, ça a un impact très important. Et puis ça agit aussi sur l'autodétermination. Parfois dans les groupes de psychoéducation, dans les relations de psychoéducation, on peut avoir une asymétrie et des personnes qui peuvent se sentir moins en sécurité pour parler de leur expérience. Alors, excusez-moi, docteur Talent, on est toujours sur la première diapo. Je ne sais pas si... Ah oui, alors j'ai changé. Ah, vous avez changé? Ouais. Peut-être si vous mettez en mode présentation, le PowerPoint. C'est ce que j'ai fait en fait. Ah oui. Ah ça y est, là ça a changé. Là ça a changé, je vais rester dans ce mode-là. Ouais. Alors, je vais faire un peu plus gros, comme ça c'est bon? Très bien, merci. Donc c'est un modèle qui est en train de s'étendre partout dans le monde, le modèle des Recovery College. Il y en a en particulier beaucoup au Royaume-Uni, il y en a plus de 90. Et aujourd'hui il y a 28 pays, des pays très différents. On voit qu'ici en Ouganda, il y en a au Japon, enfin c'est des pays vraiment très différents, même si c'est une approche qui est née aux États-Unis il y a déjà un certain temps, les années 80. Donc en France, c'est une association d'usagers qui porte le projet et elle est accompagnée pour nourrir cette psychoéducation par des preuves, par ce qui se passe dans la littérature, par moi en l'occurrence et d'autres chercheurs du laboratoire de santé publique. Et elle est localisée à l'IRTS, c'est-à-dire donc cet Institut régional de travail social. Ça nous a permis, alors comment est-ce que ça se déroule en pratique? Donc vous voyez le lieu de formation, actuellement il est en travaux, mais on va reprendre le semestre dès le trimestre prochain dans ce lieu, l'IRTS, donc c'est un lieu très agréable, proche de la plage, et les étudiants viennent pour suivre des cours. Donc c'est des cours qui sont regroupés dans des modules, donc on verra les modules. Donc il y a cette importance dont je vous parlais du lieu de formation, ça donne beaucoup d'espoir. Et puis cette facilitation par les pairs qui entraîne moins d'asymétrie entre les étudiants et les facilitateurs. Alors qu'est-ce qu'on propose comme module? On propose 4 modules. Donc les modules, ils ont été co-construits avec les étudiants, avec les médiateurs, de manière complètement participative, et donc en fonction de ce qui les intéressait et en fonction de qui avait envie de contribuer. Donc c'est un coordinateur, un facilitateur, une facilitatrice, 12 étudiants maximum, et ça leur donne 24 heures de formation par module.
S'ils sont assidus, donc on ne les évalue pas avec à la fin un QCM ou des choses comme ça. S'ils viennent à plus de 9 cours sur 12, ils sont gratifiés de 250 €. Donc ça, je parle à des addictologues. Vous savez que viser la motivation, ça peut passer par des incitations comme ça. Donc nous, ça marche. C'est un levier important au début. Et ensuite, la motivation intrinsèque devient très forte. Et les personnes, pour les autres modules, n'ont plus finalement besoin de cette gratification. Donc ces premiers modules, on a le module du plan de rétablissement. Donc c'est le WRAP, qui a été un petit peu refait à la sauce COFOR. Et donc il y a un plan de rétablissement et des directives anticipées psychiatriques à la fin qui sont rédigées, personnes de confiance et tout un tas de cours sur comment je suis quand je vais bien, comment est-ce que j'anticipe une éventuelle crise, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas rechuter. On a un module de droit sur la connaissance des droits des usagers, le plaidoyer pour soi, apprendre à témoigner, le plaidoyer pour les autres, les associations d'usagers, et puis voilà, tout un tas, on essaye d'avoir une approche la plus ludique possible, on peut avoir du théâtre forum, des jeux de société, pour être sur cette approche par les droits qui est très chère au cœur des usagers. Et puis un module qui s'appelle Vivre avec, donc vivre avec des troubles, et là qui intègre des cours sur les addictions, avec surtout actuellement la réduction des risques et dommages. J'y reviendrai après. Comment je vis avec des voix, comment je vis avec des substances psychoactives, qu'est-ce que c'est en pratique la sexualité, comment je vis avec des troubles psy et la sexualité, dans le logement, est-ce que c'est possible de travailler, enfin des choses très concrètes qui sont déployées au fur et à mesure des envies aussi, des personnes, des étudiants rétablis qui ont envie de participer, ou des médiateurs qui ont envie de proposer des choses dans ces groupes, et aussi des évaluations des étudiants qui nous disent ça c'est pas très intéressant et je préférerais ça pour la prochaine fois. Donc on a tout le temps cette dynamique qui fait que les modules se renouvellent. Et enfin un module bien-être, qui est un module pour les personnes surtout qui parfois ne veulent pas directement aller vers le plan de rétablissement, qui est un module assez difficile, mais plutôt qui est basé sur le corps, avec en fonction des personnes qui interviennent, parfois de l'autodéfense, parfois de la méditation, et l'expérimentation d'un certain nombre de techniques corporelles pour voir si les personnes se rétablissent ou pas. Donc à chaque fois, l'idée, c'est des personnes qui se sont rétablies en choisissant une méthode, en parlent aux autres, font expérimenter cette méthode aux personnes, et puis après donnent des clés pour pouvoir poursuivre par la suite. Par exemple, un cours d'autodéfense va identifier des lieux, ressources, qui peuvent permettre à la personne, une fois qu'elle a terminé le module du COFOR, de continuer de poursuivre. Donc il y a une vraie idée de se dire finalement il faut outiller, donner des outils aux gens pour pouvoir après s'orienter et continuer à être dans des actions de promotion de la santé pour soi, en fonction de ce qui a plu aux gens. Donc voilà, on est sur psychoéducation, rétablissement, empowerment, et on a un volet extrêmement participatif. Toutes les décisions sont prises ensemble le lundi, et les étudiants sont impliqués à tous les niveaux, comité de pédagogie, comité de pilotage. Le contenu est co-construit et on évalue comme ça pour renouveler en permanence le projet. Donc on a à peu près moitié-moitié d'hommes et de femmes. On a tous les niveaux d'études. Ce qui est intéressant, il y a une énorme tolérance des gens, et on arrive à avoir des personnes qui ont même passé des thèses et d'autres qui n'ont jamais été à l'école, qui coexistent de manière tout à fait intéressante à l'intérieur des groupes. C'est vraiment très très inclusif pour le coup. On a à peu près un tiers de personnes qui ont des diagnostics de troubles bipolaires, d'autres un autre tiers de troubles schizophréniques. Et puis un autre tiers de troubles divers. Et on a beaucoup de personnes, quand elles arrivent, qui sont allocataires de l'adulte handicapé ou d'une pension d'invalidité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à la suite du COFOR, les personnes en fait reprennent des formations, reprennent de l'emploi, ce qui n'était pas un résultat attendu, mais qui est vraiment quelque chose qui montre que ces logiques d'empowerment, après, elles peuvent se poursuivre à l'extérieur. Donc, on a pu faire un certain nombre d'évaluations sur le projet. Donc, on a une satisfaction qui est très importante des étudiants. Et puis, une baisse de l'autostigmatisation. Une amélioration de l'empowerment, surtout sur la dimension
acquisition d'habiletés techniques, intégration sociale et puis activisme communautaire et d'autonomie. On n'agit pas surtout, par exemple, sur le rétablissement, on n'a pas d'effet sur l'ensemble du rétablissement. Le rétablissement, c'est un processus très long. Par contre, on voit un impact sur la dimension espoir et confiance en soi. Ça nous aide un peu à comprendre comment le projet fonctionne, puisque ce n'est pas une évaluation, les évaluations plus randomisées, on les fera plus tard. Là, pour le moment, on est sur quelque chose vraiment pour essayer de comprendre comment ça marche, faire la preuve du concept. On emploie aussi des méthodologies de recherche participative, donc le photo-voix. Si vous voulez poser des questions, on y reviendra. Mais je vais vous parler un petit peu de la place des addictions dans le COFOR. Puisque vous êtes sur une journée sur les pathologies duelles. Ce qui est important, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont des pathologies duelles. Ils arrivent pour se rétablir d'un trouble psychique, et évidemment, les deux étant très liés, on a plus de 50% des étudiants qui déclarent aussi avoir une addiction. Et on remarque que ces étudiants, évidemment, bénéficient du projet autant que les autres. Donc, au début, on n'avait pas cette idée d'avoir un module spécifique pour les addictions. Par contre, on a mis en place depuis le début un cours sur les substances psychoactives, et ce cours met plutôt l'accent sur la réduction des risques. Et puis, ce cours est aussi un cours qui permet de donner beaucoup d'informations sur tous nos partenaires. Mais on s'est rendu compte que qu'il y avait vraiment un besoin peut-être de créer un module spécifique. En effet, comme il y a une coexistence de personnes qui connaissent bien les addictions et d'autres qui ne les connaissent pas, il y a un risque, il y a pendant ces cours beaucoup de risques de jugement. Et donc le désir de créer un espace plus sécurisé, donc un module spécial où les personnes s'inscriraient volontairement. Et actuellement, on a monté un groupe de travail où il y a des médiateurs, des anciens étudiants qui étaient concernés par les addictions et les associations d'autosupport du territoire. Et on est en train de mettre en place un module donc pour lequel on cherche des financements. Pour le moment, on est sur une approche où des personnes parleraient de leur vie avec les addictions dans une approche de réduction des risques. Quels sont les risques? Comment est-ce qu'on peut les réduire? On parlerait aussi des personnes qui vivent sans les addictions. Quelles sont les associations? Comment est-ce que j'ai fait? Tout ça sans jugement, évidemment. Et puis, on parlera aussi de rechute, de trauma. Bien sûr, tout un tas de transmissions sur les causes et les effets de l'utilisation des substances psychoactives. Tout ça, ça nous permet de nous rappeler que finalement l'autosupport et tous ces groupes qu'on utilise dans le COFOR, c'est vraiment issu des alcooliques anonymes. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de finalement arriver avec ces groupes de psychoéducation et puis de se rendre compte qu'on va aussi renvoyer parfois pour certains vers ces groupes-là. Donc je vais conclure. Je pense que je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps, donc je speed un peu. Voilà, donc le rétablissement, c'est un apprentissage. Il y a un parcours unique, mais en même temps, tous ces conseils et toutes ces techniques en dehors du soin fonctionnent. C'est intéressant de mobiliser les gens. On voit, nous, qu'il y a beaucoup de richesse des étudiants, beaucoup de motivation, beaucoup d'efficacité au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre. Le dispositif, il permet de lutter contre la stigmatisation, contre l'autostigmatisation aussi des personnes. On l'a vu, c'est un des résultats. Donc nous, on va monter ce module en addictologie à Marseille et on espère que bientôt, il y aura un COFOR en Occitanie. Alors peut-être qu'il peut partir d'un module addiction. En tout cas, nous, on est tout à fait disposés, si ça vous intéresse, à vous guider. On a 6 ans de recul à Marseille et donc, du coup, on est en capacité de vous aider. On est dans un réseau aussi international qui nous permet d'avoir réfléchi un petit peu à ces questions. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà. Merci beaucoup, Dr Thénin. Si vous pouvez rester connecté, parce qu'on va passer à la dernière présentation de la matinée avec le Dr Delisle qui nous rejoint à nouveau. Et on prendra les questions en suivant. Eh bien,
Merci beaucoup. Alors voilà l'intervention que j'étais censé présenter initialement, et j'en profite pour remercier 2PAO, Ferepsi, l'hôpital Marchand et Prepsi pour leur invitation. Donc cette fois-ci, c'est sur les traumas. Il me reste à peu près 5 minutes. Donc le diaporama, je vous le laisse, donc vous pouvez le regarder en détail. Et je vais me concentrer juste sur 2 aspects. Le premier, c'est pas celui-là, je pense, ça doit être l'autre. Le premier, c'est comment on en est venu à s'interroger sur psychotrauma, c'est bon. Avec une expérience clinique particulière à Bordeaux, et ensuite la présentation d'un programme national qui se développe actuellement pour essayer de mettre en réseau les centres régionaux de psychotraumatisme et les XAPA, de telle façon qu'on améliore les capacités de repérage et de prise en charge. Alors le point de départ, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc là je passe vite, c'est que la question du psychotrauma, on était stress post-traumatique, donc avec un trauma bien individualisé, bien repéré, extrêmement violent, etc. Et puis en fait, on se rend compte que les spécialistes du trauma, ça c'est le premier travail de Herman en 92, avaient évoqué la possibilité de trauma complexe avec des situations domestiques, vous voyez, dans la famille, des personnes qui auraient subi au long cours finalement des situations traumatisantes, mais sans qu'il y ait nécessairement eu un trauma aigu majeur. Et ça nous intéressait parce que dans une pratique addictologique en XAPA, on se rend compte que quand on recherche, on trouve des traumas de ce style-là, notamment, mais pas exclusivement, chez les femmes. Et l'autre élément qui a été intéressant, c'est que initialement les premières thérapies qui ont été proposées pour les stress post-traumatiques, donc les thérapies d'exposition, et plus récemment le MDR, etc., ont montré également leur efficacité pour ce type de trauma complexe. Et du coup, c'était intéressant pour nous parce qu'on trouvait des nouveaux moyens d'intervention qui pouvaient, le cas échéant, être utilisés chez des personnes que nous recevions, où nous découvrions en comorbidité un état de stress post-traumatique ou un trauma complexe, mais qui, jusqu'alors, en tout cas, on avait peu de moyens d'intervention. Alors là-dessus, on a réfléchi sur la base d'un travail tout à fait intéressant, Denisienne, une autre femme psychiatre, qui disait le problème quand il y a une comorbidité stress post-traumatique et addiction, c'est que, et ça rejoint la remarque de M. de Villilibre, c'est que les protocoles de soins exigeaient en fait qu'il y ait un sevrage préalable, que la personne arrête de prendre ces toxiques, et ensuite la personne pouvait avoir accès au traitement d'exposition. Le rationnel de l'affaire était que s'il n'y avait pas sevrage, il risquait d'y avoir une augmentation de la consommation pour essayer de réguler les expériences de réactivation. Or, le protocole avait son intérêt. Le résultat, c'est qu'il ne voyait personne. Parce que la difficulté, c'est que quand quelqu'un s'abrutit avec de l'alcool, du cannabis, etc., sur un stress post-traumatique, c'est pas gratuitement, c'est pour essayer de retrouver le sommeil, de faire fuir les cauchemars, de plus avoir d'expériences douloureuses d'intrusion. Donc l'idée de leur dire vous arrêtez d'abord et on verra ensuite, est quelque chose, même si elles essayent, en général, c'était voué plus ou moins à l'échec à cause des réactivations traumatiques. Ce qui fait que Denisienne avait eu l'idée d'inverser le protocole et de traiter inconditionnellement le stress post-traumatique avec des thérapies d'exposition sans rien demander de neuf par rapport à l'addiction. Et le résultat, c'est que ça marchait. Parce que d'abord, il y avait beaucoup plus de demandes, c'est ce que disait tout à l'heure Amandine, ce qui compte, c'est de partir de la demande des personnes. Et dans ce type de situation, les personnes demandent rarement, a priori, d'arrêter net les produits qui les ont dans leur tête, aidés à survivre, en fait. En revanche, si on l'assouplit, on adoucit, on apaise leurs angoisses post-traumatiques, il est possible, par automédication, justement, qu'elles aient moins besoin d'avoir recours à des drogues pour arriver à retrouver un équilibre. Donc, on s'était dit, super expérience américaine, on va faire pareil à Bordeaux, avec des jeunes femmes de la rue. Et du coup, il a fallu apprendre à traiter les traumas avec nos amis de la fac de psycho, les centres du psychotraumatisme, avec des psychologues qui étaient formés à l'EMDR, ce qui est une technique relativement rapide, pas trop prise de tête. Et donc, on proposait à ces jeunes femmes qu'on voyait en CARU de venir chercher des seringues, et où il y a des expériences traumatiques majeures, si elles le souhaitaient, qu'on avait des moyens peut-être de les aider, de les soulager assez rapidement par rapport au stress post-traumatique. Alors, ce qu'on a fait, là à gauche, vous voyez les échelles de stress post-traumatique qui diminuent, et à droite, vous voyez secondairement les échelles, les indicateurs d'addicto, que ce soit l'Asie ou les autres, qui diminuent par effet secondaire, en fait. Donc ça, c'était une expérience tout à fait intéressante qu'on
a publié, on avait communiqué, là c'était à Porto Rico, c'était assez sympathique, aussi PDD, et quel ne fut pas notre bonheur récemment quand Denise Yen, qui fait la revue de l'administration des vétérans, donc des soldats aux États-Unis sur le PTSD, a mentionné parmi les études pilotes la nôtre. Donc on est très très content. Alors là-dessus, je saute tous les trucs. J'en viens pathologie duel, tout ça, vous savez. Alors, un point important, quand même, que je glisse au passage, c'est que vraiment, c'est une pathologie duel. C'est-à-dire les symptômes de stress post-traumatique et les symptômes d'intoxication aux stimulants ou de sevrage à des dépresseurs, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Vous avez sueur, frisson, le cœur qui s'accélère, etc. Ce qui fait que dans la tête des personnes, c'est la même chose. Et quand ils vont se réveiller la nuit en nage, ils ne vont pas penser que c'est un sevrage d'alcool ou autre, ils vont penser que c'est une rechute de leurs attaques de panique, de crise d'angoisse, donc ils vont le traiter avec le produit qui va entretenir le truc et qui va même l'aggraver. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et ce qui a été intéressant que nous apprenions avec nos amis du CRP, ils nous ont formés, on s'est formés à la méthode Brunet, vous connaissez, avec des thérapies d'exposition sous propanolol, pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se remémorer le souvenir traumatique sans être envahis de symptômes terrifiants. Cette méthode Brunet commence à être utilisée en addicto pour lutter contre le craving, c'est-à-dire vous exposez la personne à des situations de déclenchement de craving et dans le même temps vous donnez du propanolol pour faire baisser la pression et les signes sympathomimétiques qui sont aussi bien les signes de sevrage que les signes d'attaque de panique. Alors je ne sais pas si vous me suivez, mais ça montre vraiment l'intérêt d'une approche intégrative, sachant qu'on va faire pareil bientôt avec la MDMA, dont l'ecstasy, qui est passé en phase 3 aux États-Unis et qui va prochainement être autorisé dans le traitement du stress post-traumatique en thérapie d'exposition. Alors que faire ? Alors on a fait un projet. Alors le projet en l'occurrence c'était qu'on se rendait compte suite à la revue dont je parlais ce matin, la revue Repère, qui avait un engouement, un intérêt majeur de la part aussi bien des collègues de la psychiatrie que des collègues de la dictologie. Et on se disait il faudrait poursuivre dans cette lancée et essayer de trouver une thématique qui nous permettrait de poursuivre. Et on s'est dit tiens on va choisir le domaine psychotrauma et addiction parce que c'est un sujet extrêmement important. Et d'autre part, il y avait ces fameux centres régionaux de psychotrauma qui commençaient à se développer dans les régions. Donc il y avait aussi une attente, un besoin de formation de leur côté. Donc ça nous semblait intéressant. On a eu des fonds de lutte contre les addictions, là, de l'assurance maladie. Et ça nous a permis de lancer un projet, donc vous voyez, qui est en cours et qui était copiloté par Bruce et moi-même. Alors l'idée, c'était d'améliorer évidemment les partenariats pour améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes qui présentent cette comorbidité particulière. Bon, le problème, lui, il est majeur, on le connaît. Il y a 12 CRP qui ont commencé à être développés en France et donc qui étaient en train de naître. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de connaissances mutuelles, en fait, entre les XAPA et ces fameux centres régionaux de psychotrauma. Donc on s'est dit, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour améliorer la fluidité des coopérations. Donc on a fait un appel à projet avec 3 régions qui ont été sélectionnées, alors pas l'Occitanie, désolé, représentant 9 XAPA, donc c'est Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Alors actuellement, l'expérimentation est en cours. Alors comment on fait ? Ça partait un peu du repérage des besoins et des initiatives locales et essayer de promouvoir le meilleur. Alors ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des réunions de synthèse, comme c'était dit tout à l'heure, il y a des échanges d'équipes aussi, ce qui est très, très intéressant. Les internes sont croisés, les personnels autres que médicaux sont également croisés d'équipe à équipe. Il y a des réunions communes, il y a des formations communes, partagées. On intervient sur le volet addicto des formations psychotrauma, par exemple en Nouvelle-Aquitaine et vice-versa, de telle façon que les personnes se connaissent de mieux en mieux et puissent se coformer. Donc tout ça, c'est en cours. Actuellement, les choses avancent bien. Il va y avoir un guide qui va être publié, là, qui est en cours de rédaction, avec au plan national la tutelle du CN2R, donc qui fédère les CRP, et la fédération addiction côté addicto. Mais donc on voit comment on arrive par rapport à la question de tout à l'heure, en partant de la demande des gens, à des réductions de niveau de consommation, alors que si on leur dit d'emblée la condition sine qua non pour qu'on vous accompagne, c'est d'arrêter net, on perd du monde en fait. On perd du monde et durablement. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir caler des offres d'accompagnement, disons, qui soient adaptées non seulement aux besoins, mais aussi aux demandes des personnes et à la façon dont eux-mêmes perçoivent leurs difficultés. Donc voilà.
en version light. Alors vous avez la version longue en diaporama. Alors, on a le temps de prendre quelques questions. Alors ça, c'est un dessin qui m'amuse parce que c'est typiquement des comorbidités. Il y a le chirurgien en aigu là, qui reçoit le même chien qui revient sans arrêt avec des fractures, des morsures, des trucs. Et au-delà de le soigner uniquement, immédiatement pour sa plainte du moment, ses blessures, il lui dit, tu veux connaître la vraie solution, arrête d'embêter les chats. C'est-à-dire, quand on a affaire à une pathologie qui est celle de son secteur d'activité, il ne faut pas hésiter à remonter un peu dans les systèmes de causalité, où on voit souvent que les choses sont plus complexes et demandent des approches combinées. Il y a une question. Madame Larry, conseillère technique à la PJJ, je suis avec Myriam et mes collègues, juste témoigner d'une expérience qu'on a montée sur Perpignan avec justement un centre de réhabilitation psychosociale et de psychoéducation. Nous avons 5 jeunes à l'heure actuelle qui sont pris en charge à titre expérimental, qui sont en souffrance psychique et qui sont des gros consommateurs de cannabis, voire d'alcool. Eh bien, ces 5 jeunes suivent des cours de psychobox, enfin, ont des ateliers de psychobox, et petit à petit, grâce à des pères aidants et des éducateurs et une psychologue, ils peuvent revenir à la fois vers le réseau éducatif de la PJJ, mais aussi travailler un projet d'insertion adapté à leur état. C'est vraiment expérimental, on cherche des financements pour pouvoir prolonger cette expérimentation, et je trouve que ce qu'a présenté la personne de Marseille était très très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça m'étonne pas, il faut que ça diffuse. Ce genre d'approche, ça peut être mis en place auprès de vraiment très nombreux publics. Et en tissant des liens comme ça entre je trouve très intéressant l'idée de le faire avec la PJJ et un certain nombre de jeunes ensemble. Ça doit être très puissant, je vous invite vraiment à continuer.